Bienvenue à Procure en parle, un rendez-vous spécialement conçu pour les hommes atteints par le cancer de la prostate et leurs proches. Les différents sujets abordés dans ces webinaires se veulent un complément d'informations fiables, basées sur les préoccupations et questions posées aux professionnels de la santé de Procure. Bon visionnement. Bonjour et bienvenue à Procure en parle. Je m'appelle Kim Sullivan et nous savons que les effets secondaires liés à la fonction sexuelle à la suite d'un traitement du cancer de la prostate peuvent comprendre une diminution de la libido et ou la dysfonction érectile. Ces effets peuvent avoir des impacts dévastateurs chez les hommes et dans le couple, mais que fait-on lorsque la dysfonction devient permanente? Avec nous aujourd'hui pour en discuter, Madame Audrey Épard, sexologue à la clinique de sexologie et psychothérapie de la Rive-Sud de Montréal. Bonjour. Bonjour, Kim. On va commencer avec une petite question simple. Oui. Qu'est-ce qu'un sexologue? C'est une très bonne question. C'est la première des choses, justement, qu'il faut se connaître avant de consulter. Donc, une sexologue est une thérapeute ou une professionnelle en relation d'aide qui va justement recevoir dans son bureau, soit de façon privée ou dans un organisme, par exemple, pour aider les gens qui ont différentes problématiques, même des questionnements en lien avec leur relation, leur sexualité ou leur relation amoureuse. Fait que tu as dit dans leur bureau. Fait que décris-nous un peu à quoi ça ressemble quand on rencontre un sexologue. Alors, il y a différentes modalités possibles. On peut rencontrer justement maintenant avec la visioconférence, il y a cette possibilité-là. Sinon, dans un bureau privé, on peut aller rencontrer aussi une sexologue ou dans différents organismes, c'est possible. Quand on arrive, bien sûr, il y a l'introduction. Alors, la sexologue va se présenter pour, bien sûr, briser la glace, mais aussi mettre en confiance. Hein, c'est bien important, les gens qui viennent consulter. Et les rencontres durent environ 50 minutes. Les rencontres de couple peuvent être de 50 minutes ou de 90 minutes. Et il est important de noter aussi que les premières rencontres, donc on parle de plusieurs rencontres, environ de 2 à 4 rencontres vont être nécessaires pour faire l'évaluation de la situation de la personne. Faut dire que déjà, les gens peuvent être un peu inconfortables, surtout quand on parle de sexualité. On sait avec Procure, parler de la prostate, c'est inconfortable. Mais quand devient-il nécessaire pour qu'un couple ou qu'un individu consulte? C'est un sujet très tabou, effectivement, la sexualité. Même, c'est important, comme on vient de le faire, de nommer quelles sont les fonctions d'une sexologue, parce que les gens, justement, n'auront peut-être pas nécessairement le réflexe de se tourner vers un sexologue pour des difficultés. Donc, puis là, je parle de difficultés, mais ça peut être aussi à titre préventif qu'on peut consulter un ou une sexologue, par exemple, parce qu'on a des questionnements sur ce qui se passe pour nous, dépendamment de notre culture, de nos croyances, de l'éducation qu'on a reçue aussi de la sexualité. Des fois, on a des questionnements, donc c'est important de consulter. Et à titre de consultation aussi, à l'annonce d'un cancer, tel un cancer de la prostate aussi, ça peut être intéressant pour chaque personne de consulter. J'assume qu'on se prépare aussi mentalement si on y va à questions préventives. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre après. Effectivement, oui. OK. Et est-ce que cette consultation-là se fait seule ou en couple? Donc, c'est libre à toute personne. Okay. C'est certain que lors de la prise de rendez-vous, il va y avoir la possibilité d'évaluer selon les besoins de chaque personne. Donc, par exemple, en posant des questions, on va être à même de pouvoir mesurer si la personne peut débuter par un suivi individuel et par la suite voir à inclure le ou la partenaire pour avoir un suivi de couple, dépendamment s'il y a une problématique qui vient toucher, bien évidemment, la dynamique de couple. Sinon, les deux modalités sont possibles, dépendamment des besoins. Comme on a dit dans l'introduction, on parle de dysfonction érectile permanente, induite par un trouble médical. Fait que, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'est la dysfonction érectile permanente? Puis, est-ce que l'homme doit mettre un X, une croix sur sa vie sexuelle si ça l'arrive? Oui. Donc, lorsqu'on parle du cancer de la prostate, il y a différents traitements oncologiques qui vont être
mise en pratique. Mais, oui, merci. Pour aider la personne, justement, bien sûr, les médecins, les chirurgiens, leur mandat, c'est de sauver la personne. Donc, la vitalité, c'est la première des choses. Bien évidemment, il peut avoir des impacts par la suite, dépendamment du traitement qui est choisi. Si on parle d'une prostatectomie totale, justement, dans ce moment-là, bien, il peut y avoir des nerfs érectiles qui ont été affectés ou touchés. Donc, c'est là qu'on va plus parler, là, justement, de troubles érectiles permanents par la suite. Et est-ce qu'un homme peut croire que sa vie sexuelle va revenir par la suite? Ou? Bien, la vie sexuelle, c'est toujours présent. Hein? Okay. Donc, la sexualité se manifeste de différentes façons. C'est sûr que on peut avoir le réflexe de penser qu'il faut une pénétration, par exemple, pour parler de relations sexuelles, mais il existe diverses façons. Et puis, justement, la tâche de la sexologue va être de pouvoir discuter avec la personne ou le couple pour pouvoir voir de nouvelles modalités, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de vivre sa sexualité aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de consulter pour voir qu'est-ce qui est possible, parce que non, la sexualité n'est pas perdue là, à l'annonce d'un cancer ou suite à des traitements. C'est une bonne nouvelle. Mm-hmm. Des fois, on met des bâtons dans nos propres roues. Oui. Et on peut être un peu trop dans notre tête. Le désir n'est peut-être plus là. Je sais qu'il y a un trouble du désir. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui. Donc, on peut parler justement que c'est induit par des facteurs psychogènes ou même biologiques. Donc, il y a plusieurs facteurs qui induisent justement la perte de désir, aussi qu'on peut appeler par perte de libido de façon un peu moins scientifique. Mais oui, c'est un trouble sexuel justement qu'on peut traiter dans nos bureaux. En même temps. Par une sexologue. Okay. Effectivement. Et si on veut garder cette bonne qualité de vie sexuelle, on a peut-être le trouble de désir, on a peut-être la peur de que ça devienne un trouble de désir. Mm-hmm. Y a-t-il des trucs pour conserver cette bonne vie sexuelle? Il y a beaucoup de trucs, effectivement, puis c'est important de savoir que avec là où la sexologue, on va devoir identifier justement la cause de cette perte de désir-là. Parce que oui, il y a peut-être l'aspect biologique suite au traitement là, oncologique, mais aussi tout ce qui est relié, par exemple, la perte de l'image de soi hein, par rapport à l'opération, par rapport à notre masculinité, à la façon dont on se voit justement en tant qu'homme une fois qu'on a subi l'ablation par exemple, de la prostate. Tous ces éléments-là, justement, c'est des facteurs qui nous amènent peut-être à consulter au niveau personnel, mais sinon au niveau du couple aussi, de la relation, les enjeux que ça induit au niveau de la partenaire ou du partenaire peuvent amener aussi que ces facteurs-là soient plus psychologiques. Donc, à ce moment-là, on va travailler le désir. Là, Puis comment qu'on travaille le deuil? Est-ce que le patient doit faire ce travail-là seul ou est-ce que c'est sûr que le deuil affecte le partenaire aussi de façon à ce que tu vis avec quelqu'un qui va à travers ce deuil-là, mais le partenaire aussi vit un deuil de quelque sorte? Oui. Les deux partenaires vont avoir une forme de deuil à faire. Peut-être le deuil des pratiques qui étaient faites auparavant dans la sexualité, mais de maintenir l'espoir aussi, d'enlever la culpabilité. Ça va être vraiment des outils qu'on va aller travailler pour permettre à la personne de retrouver justement des formes de sexualité ou des formes d'intimité qui vont être importantes justement pour le couple et qui vont être nouveaux. Et Kim, c'est un peu comme des gens qui viennent consulter, qui n'ont pas nécessairement de problématiques, mais que la relation, elle s'est fritée. Ouais. Oui. Donc, les gens viennent consulter, puis c'est un peu la même chose. Hein? On reviendra pas à ce qui fonctionnait auparavant, parce que là, visiblement, ça fonctionne plus nécessairement au niveau de l'intimité, de la sexualité. Oui, donc on va chercher à développer de nouvelles habiletés, de nouvelles façons de se séduire, de nouvelles façons de vivre notre érotisme et notre intimité aussi, qui est vraiment important. Et le meilleur des préliminaires, je dis toujours, c'est la communication aussi. C'est important justement avec sa partenaire de créer ce lien-là, de pouvoir justement vivre de la nouveauté, des choses différentes. C'est drôle parce que plus tôt, tu as parlé on peut ressentir une satisfaction sexuelle sans avoir de pénétration, sans avoir d'érection peut-être en tant que telle. Donc ça, c'est une nouveauté probablement dont vous parlez.
Oui, bien, dans l'éducation qu'on a reçue, justement, de plus judéo-chrétienne, hein, c'est vraiment la procréation, la sexualité, c'est de cette façon-là qu'on l'a apprise. Donc, on regarde justement comment on peut innover, comment on peut faire autre chose, puis le plaisir, justement, passe par différentes façons. Le toucher, hein, notre plus grand organe sexuel, c'est vraiment notre peau, les sensations, tout ce qu'on peut justement utiliser pour créer des nouvelles formes d'excitation, de nouvelles formes justement de satisfaction de zones érogènes aussi à pouvoir découvrir. Donc, il y a toutes ces formes-là qui sont possibles. Est-ce qu'on inclut le jeu sexuel et les jouets sexuels dans ça? C'est une très bonne question parce que souvent, justement, les gens vont s'interroger, ils vont venir dans nos bureaux parce que, c'est gênant déjà de se procurer des jouets sexuels, quoique maintenant, avec Internet, on peut trouver plus facile, oui. Et justement, c'est important de faire le bon choix. Si les gens sont intéressés à essayer des choses, il faut vraiment s'informer, aller voir qu'est-ce qui correspond le mieux. C'est sûr que notre travail en tant que sexologue, ça va être vraiment de regarder avec la personne qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle veut vivre comme sensation aussi. C'est sûr qu'on va pas suggérer des marques en particulier ou des jouets en particulier, mais plus aller avec la personne de qu'est-ce que ça lui apporterait, qu'est-ce qu'elle désire justement développer dans sa sexualité, dans son intimité et qu'est-ce qu'elle cherche justement par l'utilisation de jouets ou d'accessoires aussi. Hein. Je parlais des mains, du toucher, mais il y a différentes façons justement de stimuler des réactions aussi chez son ou sa partenaire ou même sur soi-même. Donc, c'est important de se découvrir l'autre aussi, mais de se découvrir en premier lieu, je pense que c'est important. C'est intéressant parce que tu disais justement, c'est facile à trouver sur Internet, on peut faire nos recherches sur Internet, mais des fois, on veut juste poser la question à quelqu'un. Et je sais qu'en tant que sexologue, c'est la même chose quand ça vient au traitement pour la dysfonction érectile permanente. Il y a plusieurs options, puis c'est bon de savoir les différentes options. Oui, effectivement. Comme je disais tantôt, on va vraiment évaluer. Hein, c'est quoi le facteur qui fait en sorte que la personne vit cette dysfonction-là. Dans le cas d'un cancer de la prostate, bien évidemment, ça va être au niveau biologique, mais il est possible que ça soit au niveau psychogène pour les éléments que j'ai nommés précédemment. Puis, on va vraiment aller accompagner la personne à se redécouvrir en tant qu'homme aussi, à redécouvrir son corps, à redécouvrir ses sensations aussi et réapprendre le plaisir en partageant avec son ou sa partenaire s'il y a lieu et de travailler beaucoup aussi sur l'estime de soi. Donc, on peut utiliser différentes formes de traitements plus justement psychologiques dans nos rencontres. Sinon, le travail de la sexologue ou du sexologue, ça va être aussi d'informer la personne des traitements qui existent. Donc, on va parler, par exemple, des traitements pharmacologiques par prise orale. Hein. Donc, on connaît bien tout ce qui est Viagra, Cialis, Levitra. C'est IPDE5 qu'on appelle dans le domaine médical, vont être prescrits là, d'emblée souvent par les médecins, à moins d'avis contraire, bien sûr, là, comme on a souvent entendu parler, les troubles au niveau cardiaque et tout ça. Si la personne prend de la nitroglycérine, à ce moment-là, ça sera peut-être pas prescrit, mais je vous dirais qu'il y a moins pas de contre-indication, mais il y a moins de situations où c'est peu prescrit que prescrit. Donc, au niveau de la prise, justement, de médication, c'est important de discuter avec le médecin de nos besoins, hein, parce que les effets vont être les mêmes, mais au niveau, justement, de la durée d'action, ça va être différent d'un médicament à l'autre. Pour la spontanéité, ça va être différent. Par exemple, certaines personnes vont préférer une sorte plutôt qu'une autre parce que la durée va être, justement, l'apparition, va être plus spontanée. Et un point important aussi, Kim, à connaître, puis que certaines personnes ignorent, c'est qu'on ne prend pas ce comprimé qu'automatiquement il y a une érection. C'est important qu'il y ait une stimulation, qu'il y ait un désir aussi sexuel qui est présent. Donc, si on a un trouble du désir, il y a de fortes chances que ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas de stimulation non plus au niveau sexuel, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important de savoir qu'il doit y avoir ces deux éléments-là pour que ça fonctionne.
C'est certain que là, je vous parle des traitements, Kim, dans la situation où il y aurait une perte de l'érection, justement, permanente. Hein? Donc, comme je disais tantôt, si les nerfs érectiles ont été affectés lors du traitement, sauf que parfois, on parle aussi de permanent à long terme, mais des fois, ça prend un certain temps après la chirurgie, justement, oncologique pour que ça revienne. Okay. Donc, c'est important de savoir, là, d'être patient aussi, d'essayer des choses aussi si c'est possible. Hein? Ça aide à maintenir l'espoir, mais de garder en tête que ça se peut que ça fonctionne pas non plus. OK. Donc ça, c'était pour les comprimés orales. Sinon, au niveau pharmacologique, il y a aussi les injections qui sont possibles. L'injection se fait avec une aiguille. Donc, parfois, là, les gens vont être moins à l'aise, mais ça reste quand même un procédé là, qui va avoir le même effet là, que les médicaments oraux dont je viens de parler et qui vont permettre d'avoir une érection qui va être de courte durée, par contre. Là. Et est-ce que ça se fait avant? Parce que oui. Une pilule, c'est facile à prendre quand les gens peuvent penser, il faut que j'arrête le cours de l'action pour m'injecter ou... Ça peut être aussi la perte de la spontanéité là, qui est le plus reproché là, pour ce traitement-là. Donc, si on parle des médicaments, on peut les prendre 30 minutes, 45 minutes avant ou même quelques jours avant. L'effet peut être prolongé là, sur plusieurs jours pour certaines médications. Donc, l'injection, c'est ça, c'est vraiment juste avant d'avoir la relation sexuelle. Donc, à ce moment-là, bien, oui, on perd un peu de spontanéité, mais il y a toujours des façons de faire aussi qui puissent devenir agréables justement pour la personne, pour le couple également. OK. Alors là, on parlait justement des traitements plus pharmacologiques. Sinon, il y a aussi des traitements qui sont plus mécaniques. Okay. Donc, la pompe pénienne, qu'on appelle aussi la pompe sous vide, qui peut être utilisée. Donc, la pompe, à faire attention. Tantôt, on parlait des objets plus sexuels, plus érotiques. C'est sûr qu'il y a des pompes qui sont disponibles dans certaines boutiques érotiques. C'est sûr que c'est important de trouver une pompe, justement, qui convient à la grosseur de notre pénis, qui convient aussi à qu'est-ce qu'on a envie. Hein. Des fois, il y a des pompes mécaniques qu'on a qu'appuyer sur un bouton. D'autres fois, c'est plus manuel, donc on a une pompe à faire. Mais ce qui est important à noter, c'est de vraiment peut-être se référer à son médecin pour voir est-ce qu'il y a des pompes qui sont plus recommandées selon la situation aussi. OK. Hein? Donc, puis on peut être... on pense pas à ça quand on pense à un jouet, on pense pas à demander à notre médecin. Non. Ouais, non, c'est intéressant. Exactement. Puis, chose à savoir, c'est peut-être pas votre médecin non plus qui va vous parler des possibilités ou qui va vous les nommer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi, à vous informer sur les pompes, à savoir si votre médecin a un endroit à vous référer, sinon de consulter justement un sexologue qui va pouvoir vous accompagner là, dans la recherche des traitements ou du moins avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, on parlait de la méthode plus mécanique. Sinon, il existe aussi des méthodes qu'on appelle irréversibles parce que ces méthodes-là, justement, vont impliquer une chirurgie et une destruction là, des corps caverneux et des corps spongieux à l'intérieur du pénis. Donc, on parle de prothèses. Oui. Pénienne en ce moment. Donc, il y a le type semi-rigide et il y a les prothèses aussi là, manuelles, donc avec des pompes, dépendamment aussi du choix de la personne. C'est vraiment ce qu'on appelle l'alternative de dernier recours aussi, mais dans les cas pour ce qu'on parle aujourd'hui, là, suite à un cancer de la prostate et des traitements qui auraient amené une perte d'érection permanente, ça va être souvent la solution là, de choix. C'est intéressant parce que si admettons, mon mari avait été atteint du cancer de la prostate, on est en train de vivre cette situation-ci, on nous donne les options peut-être par le médecin, mais j'aurais pas automatiquement pensé à peut-être aller consulter un sexologue pour en savoir plus sur ces options-là. Fait que c'est vraiment intéressant de savoir que ça fait partie de ta job de nous aider à déchiffrer ce pharma médical, chirurgical, puis de vraiment pouvoir choisir le meilleur choix pour nous. Parce que des fois, on sent que la pression est là dans le bureau du médecin, puis faut décider. Là. Mais écoutez, c'est ça, on est dans le bureau, on se fait annoncer qu'on a le cancer, donc déjà là, hein, ça tourne, on craint pour plusieurs choses, on se questionne beaucoup, on reçoit aussi beaucoup d'informations
l'information du médecin. Donc, on est un peu perdu dans tout ça. Donc, ce qui est suggéré, c'est une des premières étapes de reprendre avec une sexologue. Parfois, dans les milieux hospitaliers, justement dans le département d'oncologie, on est de plus en plus dans des équipes multidisciplinaires qui ont justement parfois une sexologue ou un sexologue qui peut aider la personne à reprendre toute la conversation qui a été reçue du médecin pour voir qu'est-ce que tu as retenu, comment on peut t'aider, qu'est-ce que tu cherches à savoir justement, ça va être quoi les options après pour la sexualité, qu'est-ce qui va arriver aussi après parce que une des premières questions que les gens se posent après un diagnostic, c'est est-ce que je vais mourir et est-ce que ma sexualité va être impactée. Ouais. Donc, de se diriger après vers un sexologue pour avoir justement plusieurs solutions, ça va être important. Puis, un point aussi, Kim, je viens de nommer quelques traitements, mais aussi, je vais inviter les gens à consulter le vidéo ou la description vraiment plus détaillée de tous ces traitements-là pourraient être efficaces aussi. Il y a beaucoup de vidéos sur Procure en parle aussi, où est-ce qu'on en discute. Tu disais comment qu'on rentre chez le médecin, puis que tout d'un coup, tu sais, on prend tellement d'informations. Souvent, on dit que notre réalité, elle vient de casser, là. On sait plus, on bascule vraiment. Ouais. Fait que comment ramener cette réalité sexuelle? Comment ramener un peu de vrai? Première des choses, ne pas rester seul. OK. Ça va être le réflexe de certaines personnes d'être dans l'évitement, de se retirer, de s'isoler aussi. Donc, c'est important d'en parler, d'aller chercher des sources d'informations. C'est sûr qu'Internet, il y a certains sites qui peuvent être une bonne source, mais des fois, on se perd là-dedans. Ouais. Donc, d'aller consulter, justement, peut permettre d'avoir plus d'informations, d'avoir le soutien aussi de notre famille, de nos partenaires, des gens autour de nous, des gens en qui on a confiance aussi pour aborder la question. Souvent, ce qu'on veut, c'est surtout une oreille, une écoute. On a le réflexe, des fois, de vouloir apporter des solutions à des gens qui viennent nous parler d'un problème ou de quelque chose. C'est important d'être à l'écoute si, justement, on est un proche puis on reçoit l'information de quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic là, de cancer de la prostate. Et je crois qu'on dit souvent que parce que tu disais qu'il faut changer un peu notre perception de comment qu'on voit les jouets, comment qu'on voit les. Mm-hmm. Est-ce que l'organe génital devient un nouveau? Est-ce qu'il faut réapprendre un peu aussi qu'est-ce qu'on a biologiquement? Mm-hmm. Oui, c'est ça, c'est de découvrir justement dans le cas où les érections ne seraient plus possibles, ça serait de découvrir vraiment d'autres façons de faire plaisir à notre partenaire, de voir qu'est-ce que cette personne-là veut aussi, comment elle veut vivre sa sexualité. C'est important justement d'en parler, de développer des trucs. Puis comme je disais tantôt, c'est de développer aussi beaucoup l'intimité, parce que même dans les relations de couple, souvent, on va voir que la sexualité devient quelque chose de mécanique. Parfois, on perd un peu tout le côté sensuel, le côté de la tendresse parfois. Donc, on va aller retravailler tous ces schèmes-là, justement, avec la personne pour voir comment redécouvrir son corps puis celui de sa partenaire pour donc, cultiver quelque chose d'intéressant. C'est ça, donc ça devient vraiment, vraiment important qu'on change ses habitudes, qu'on change un peu la vue de qu'est-ce qu'on avait de our sex life. Oui. Oui, puis ça peut partir autant de... Vous savez, Kim, des fois, on sait plus quoi dire à notre partenaire, on sait plus, on a des soupers, puis on se parle plus, ou on est sur nos téléphones et tout ça. Donc, recréer des sujets de conversation. Il y a beaucoup d'outils qui existent pour se poser des questions, pour en savoir plus, des façons de séduire l'autre aussi. Donc, il y a un éventail de possibilités. Je vous en nomme quelques-uns, mais évidemment, c'est toujours du cas à cas. Tout ce que je dis, ça va être vraiment selon la personne, puis qu'est-ce qu'elle veut. Mais de recréer tout ça, justement, un peu comme un couple qui s'est perdu au fil des ans, qui voudrait renouer, se retrouver. C'est un peu la même chose. Comment on fait? L'érection est plus possible. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se retrouver? Puis il existe une multitude d'outils maintenant, de choix, de possibilités justement pour vivre une sexualité qui est vraiment épanouissante puis intéressante aussi, là, sans mettre l'emphase toujours sur l'érection. Là. Audrey Épard, je te remercie parce que c'était vraiment intéressant de voir que c'est pas fini, qu'il y a plusieurs gens qui peuvent penser que justement plus d'érection veut dire plus de sexe, veut dire plus de vie sexuelle, veut dire plus de satisfaction de mon partenaire, veut dire que le couple va se détruire, veut dire, tu sais, quand on déambule puis on déboule puis fait que c'est bon de savoir qu'un sexologue peut vraiment nous remettre sur nos pieds et vraiment nous aider à voir que
il y a de la vie après. Oui, oui, il y a de l'espoir, puis il y a beaucoup de choses de possibles. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que cette entrevue vous a permis de découvrir les aspects de la sexualité que vous avez peut-être sous-estimés avec les années. Nous savons que la dysfonction sexuelle est une grande source d'inquiétude pour plusieurs hommes et j'espère vraiment que ce webinaire vous a été utile. Je vous invite bien sûr à communiquer avec notre ligne de soutien gratuite ouverte 7 jours semaine. Si vous avez davantage de questions, les infirmières de Procure sauront vous répondre en toute confidentialité. Merci encore. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu ce webinaire possible. Pour accéder en tout temps à des outils et ressources au sujet du cancer de la prostate ou pour faire un don, rendez-vous sur procure.ca. Merci pour votre soutien.